Avant de commencer, je vous informe que cet épisode a été tourné en novembre 2024. Nous allons évoquer la thématique du viol. Le sujet abordé peut choquer la sensibilité de certains auditeurs. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Retrouvez-nous tous les mercredis à 8h dans Nous, le podcast qui met en avant des parcours de vie extraordinaires. Nous, c'est l'idée que chacun de nous a une histoire à raconter. Chaque récit que nous partagerons ici nous rappellera que derrière chaque individu se cache un parcours unique, mais aussi des combats, des triomphes et des leçons qui résonnent en chacun de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Claire. En 2023, elle a vécu l'horreur. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle a été violée dans sa cage d'escalier. Un viol d'une atrocité sans nom qui a duré 30 minutes. Elle a vécu l'enfer, elle a eu peur de mourir. Son histoire est glaçante et m'a bouleversé. Ce qu'elle a subi n'est malheureusement pas un cas isolé, et c'est important d'en parler. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de la résilience face aux épreuves de la vie. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Bienvenue dans Nous. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on ne me contacte pas beaucoup pour parler plus profondément de moi-même, on va dire. Je pense que c'est aussi intéressant pour tes auditeurs de pouvoir comprendre un petit peu plus le fonctionnement du cerveau humain après qu'une agression soit faite sur une victime. Donc surprise, mais en même temps, aujourd'hui j'ai un combat pour toutes ces femmes qui sont victimes de violences et d'agressions sexuelles. Ça fait déjà un peu plus d'1 an que tu as vécu ce viol. C'est un traumatisme qui laisse des traces indélébiles. Forcément, ça laisse des traces. Ma vie a pris vraiment un tournant à 180 degrés où je ne vois plus du tout la vie aujourd'hui du même œil qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus innocent, rien n'était atteignable, on va dire. J'avais une vie toute tracée et aujourd'hui, ma vision a vraiment changé. Je te propose que l'on remonte dans le temps et que nous revenions le 11 novembre 2023, le jour où ta vie a basculé. Le 11 novembre 2023, en fait, j'avais une soirée avec un petit copain de l'époque. On était censé se voir aux alentours de 19h et je m'étais dit, je vais aller faire des courses pour préparer un joli dîner en amoureux, faire quelque chose de bien. En plus, ce soir-là, j'allais lui déclarer ma flamme. Donc, je voulais vraiment que les choses soient parfaites. Et je suis sortie de mon bain, je me suis habillée vite fait comme ça. J'ai pris des habits basiques, un pantalon, un manteau, et puis j'ai enfilé mes baskets et je suis partie au Monoprix. C'est à 10 minutes à pied de chez moi. J'ai fait mes courses. Pendant mes courses, je me sentais un peu stressée. Donc, je ne sais pas si c'était lié au fait que j'allais déclarer ma flamme et que je suis une personne quand même qui est assez introvertie et discrète et j'aime pas parler de mes sentiments. Et là, je voulais vraiment le faire. Ou je sais pas, il y avait une tension un peu palpable. C'était bizarre. Et du coup, je fais mes courses. Je marche jusqu'à chez moi. Je regarde vite fait mon téléphone. Je réponds à mon petit copain qui m'envoie un message. Quelle heure on se rejoint, etc. Je marche dans la rue tranquillement. Et en fait, je tape mon code de ma porte d'entrée. Bien sûr, je ne me retourne pas ni quoi que ce soit. Je marche en direction de chez moi. Je pensais juste à ce qui allait se passer ce soir. Comment j'allais en fait déclarer cette flamme. Quand je tape le code de ma porte d'entrée, du coup, je pousse cette grande porte. Du coup, c'est des grandes portes cochères parisiennes qui sont très lourdes à fermer. Du coup, je marche vraiment 2 pas dans ce hall et en fait, j'entends des bruits de pas courir derrière moi. Et en fait, je me retrouve plaquée au sol avec quelqu'un qui est au-dessus de moi. Je comprends pas trop ce qui se passe parce qu'en fait, c'est tellement violent dans la chute que déjà toutes mes courses, mon sac, mon téléphone, tout vole en fait. La bouteille de vin que j'avais achetée s'éclate par terre et juste, je me retrouve allongée sur ce sol super froid, un peu humide, parce que comme c'était le 11 novembre, en plus de ça, il était environ 16h30, donc il commençait à faire nuit. Je me retrouve contre ce sol avec quelque chose au-dessus de moi, avec des mains autour de mon cou, de ma bouche. Tu arrives à voir la personne ?
Là, non, pas encore. En fait, là, je ne comprends même pas ce qui se passe. C'est comme si, en fait, j'atterris dans un cauchemar. Quelque chose, c'est vraiment hors du temps où, en fait, en l'espace de 2 secondes, je me retrouve avec une brutalité plaquée par terre. Alors, comme quand on tombe, en fait, d'un coup, on ne sait pas, on est un peu sonné. Et après, je commence à réaliser et je me rends compte que il y a quelqu'un, en fait, au-dessus de moi et que je vois des mains m'agripper autour de la bouche et autour du cou. Du coup, je commence à crier super fort pour qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui vienne. Cette personne me murmure dans l'oreille chut, 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 tais-toi, sinon je vais te tuer. Et je continue à crier, en fait, je l'écoute pas, je continue à crier. Physiquement, il était imposant. Ouais. Je pense qu'il faisait au moins un bon 1m85 et au moins 90 kilos. Donc, j'avais du mal à bouger, en fait. Au début, je pouvais pas bouger. Je continuais à crier, etc. Et puis, il me remurmure dans l'oreille tais-toi vraiment, sinon je vais te tuer. Du coup, en fait, j'arrête de crier. Et je me dis, il va partir avec mes affaires, mon sac à main, mon téléphone. Et puis, merci, au revoir, c'est pas si grave, en fait. Et là, du coup, il a commencé à me dire tu vas faire ce que je te dis de faire et je vais te violer. Tu vas me sucer et après, je vais te violer. Et du coup, là, en fait, mon cerveau, il commence à faire mais non, en fait, juste non, c'est pas possible. Donc, je me débat de toutes mes forces et commence à rouler par terre parce que je mesure 1m72 et je fais pas mal de sport, donc je suis quand même assez forte. J'essaye de me libérer, il a beaucoup de mal à me maîtriser. Donc pendant 10 minutes, c'est vraiment une lutte au sol, en fait. On roule dans le vin, dans les bouts de verre. J'essaie d'attraper mon téléphone, il le balance beaucoup plus loin parce que du coup, je pouvais appeler personne. Et puis à un moment donné, je prends un bout de verre dans la main. Lui, il était au-dessus de moi encore. J'avais toujours pas vu son visage, mais il était au-dessus de moi et je prends un bout de verre et je me dis je vais lui couper la gorge. Sauf que il prend ma main, il est tellement fort que j'ai rien pu faire et puis je me suis dit en fait même si ça se retourne contre moi, je vais vraiment mourir. Je m'essouffle et il me remenace de vouloir me tuer, donc je me rends compte que là j'arrive dans un état critique où en fait si je ne fais pas ce qu'il dit, il va vraiment me tuer parce qu'il était très violent. Vraiment, il m'a grippé la gorge pour pouvoir m'empêcher de respirer. Et du coup, je me suis dit, fais ce qu'il dit de faire et puis gagne du temps comme ça, le temps qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et puis au final, il me libère pour que je puisse me relever plus ou moins. Et en fait, j'ai dû lui faire des fellations. Il a voulu me violer digitalement, d'un point de vue vaginal, anal aussi. Au final, j'ai réussi à éviter tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. Je me suis complètement dissociée de mon corps, en fait. J'agissais un peu comme un robot où je me suis dit, fais ce qu'il te dit de faire et puis en attendant, essaie de trouver une solution pour pouvoir partir. Et du coup, au moment où il m'a violée, donc pendant 20 minutes, parce que du coup, il y a eu 10 minutes de bataille, de querelle, et puis après 20 minutes de viol. Pendant ces 20 minutes, j'étais vraiment en mode survie, en fait, où je me souvenais de chaque détail. Il fallait absolument que j'identifie son visage, comment il était habillé, etc. Il avait une arme aussi. Donc, au début, je m'en suis pas souvenue, mais maintenant, ça m'est revenu un an après. Un couteau ? Ouais. Un pic très, très long. En fait, je savais qu'il avait une arme, mais je pense que c'était trop pour mon cerveau. Il y a un moment où tu as eu peur de mourir ? Je pense que j'ai eu peur de mourir au moment où j'ai commencé à avoir le souffle coupé et que je voyais qu'il me lâchait pas et qu'il me menaçait de plus en plus fort. 20 minutes, c'est très long. Je rappelle que normalement, un viol, c'est entre 2 et 3 minutes. Ouais, 20 minutes, c'est très long. En fait, on a l'impression que l'horreur ne se terminera jamais et que même après ce viol, en fait, je sais pas ce qu'il va me faire. Peut-être il va me tuer. Je vais me retrouver morte sur mon sol de mon hall d'entrée. Donc en fait... le seul moyen, c'était d'essayer de trouver un échappatoire et d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui descende de l'immeuble ou qui arrive. Une chose qui m'a marqué, c'est que tu as tout analysé pour le reconnaître. Ouais, j'ai tout analysé. En fait, quand j'ai vu son visage, je me suis dit, fais en sorte de vraiment te souvenir de chaque détail pour pouvoir, après, porter plainte et pouvoir le retrouver. Il me menaçait bien sûr de ne pas porter plainte et de rien dire. Mais pour moi, c'était vraiment important de se souvenir de chaque détail, de la trace qu'il avait, une cicatrice à côté de l'œil. C'était un élément très identifiable, je pense.
Du coup, pendant le viol aussi, il m'a parlé. Il m'a demandé qu'on aille chez moi. J'ai commencé à négocier, à dire qu'il y avait mes parents, que c'était pas possible, que mon père était chez moi. Donc heureusement, il a pas regardé dans mon sac à main et il a pas essayé de pouvoir rentrer. Il m'a également dit des choses qui sont très dures aujourd'hui à accepter, comme t'es jolie, t'es belle, je t'aime aussi. C'est des choses qui aujourd'hui sont très compliquées et ouais. Une voisine qui est arrivée en fait au moment où je pense le viol allait se terminer et au moment où je pense qu'après ce viol, il allait me tuer pour ne laisser aucune trace. Une voisine est descendue comme par miracle, en fait. Moi, j'ai tourné la tête et je l'ai vue. Et à ce moment-là, en fait, j'ai couru derrière elle. J'ai récupéré mon téléphone qui était par terre parce que je me suis dit que c'était un élément indispensable pour pouvoir appeler la police. Et mon sac à main aussi pour pouvoir rentrer chez moi parce qu'il y avait mes clés dedans. Et du coup, j'ai couru vers ces deux objets. Je me suis jetée derrière cette voisine. J'ai refermé la porte parce que après le hall d'entrée, il y a une autre porte. Et en fait, l'agresseur est parti à ce moment-là. Il est parti avec du coup mon sac de course. En fait, la voisine, je pense, n'a pas compris ce qui se passait. Elle a cru que c'était une scène d'amour. Moi, j'ai essayé tant bien de mal de lui expliquer Madame, je viens de me faire violer. Puis j'étais en sang parce que du coup, avec la bataille, je m'étais coupé le doigt. J'étais en sang, j'étais dénudée. Et en fait, elle a rien voulu savoir. Elle m'a dit de prendre de la vitamine D et puis de me réfugier chez moi et d'appeler la police. T'es surréaliste quand même avec le recul. Totalement. Mais en fait, sur le moment, je pouvais même pas lui en vouloir parce qu'elle m'a sauvé la vie. Je lui ai même aidé à descendre ses valises vers le taxi. J'ai même regardé par ma fenêtre, voir si l'agresseur était pas dans la rue. J'ai même fait plus attention à elle que, en fait, moi, ce que je venais de vivre. Et ce qui est très choquant aussi, c'est que la voisine a appelé son mari. Son mari était en haut, dans leur appartement. Et son mari lui a dit on ne s'en mêle pas. Et ça prouve vraiment qu'il y a une société individualiste aujourd'hui qui est traumatique parce que, enfin, comment on peut laisser une fille qui vient de se faire violer dans le hall d'immeuble de son immeuble et la laisser toute seule comme ça alors qu'en plus de ça, cette femme et cet homme ont des enfants de mon âge qui sont d'autant plus des femmes. Donc ça m'a énormément choquée. Moi aussi. Ouais. C'est ce qui m'a choqué dans ton histoire. Et à la fois, cette personne qui arrive, et on va dire que c'est quelque chose qui vient du ciel, en fait, quelqu'un qui te surveillait, qui voulait faire en sorte de te sauver, en fait. Ouais, parce que je pense que si elle n'était pas descendue à ce moment-là, peut-être si elle était descendue 2 minutes après, elle m'aurait retrouvée morte. Vraiment. Et on parle beaucoup de viol, mais comme quoi je me suis fait violer, etc. Mais j'ai failli me faire tuer, en fait. C'est une tentative d'homicide, c'est plus qu'un viol. Il y a le viol, mais limite le viol à côté, c'est rien en fait. La première chose que j'ai faite après, c'est je me suis enfermée chez moi. Je me suis regardée dans la glace. Et je fais ah waouh, t'es bien défigurée. J'avais des éléments en poils qui me restaient dans la bouche, donc je me suis dit bon, joue stratégique. Parce que j'étais encore, je pense, en mode survie, en mode où ok, maintenant il faut retrouver cette personne ignoble et du coup j'ai conservé ce que j'avais. Je me suis pas lavée parce que surtout quand on se fait agresser, il ne faut pas toucher aux vêtements, ne pas se laver pour garder le plus d'ADN possible avant d'aller aux unités médico-judiciaires et de déposer plainte. Du coup j'ai fait ça dans un premier temps. J'ai envoyé un message à mon copain. Je lui ai dit je me suis fait violer, viens tout de suite. Je pense qu'il a dû, il a d'ailleurs complètement halluciné. Ce qui est dingue, c'est que malgré ce qui venait de t'arriver, tu as tout de suite eu des réflexes pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse arrêter cette personne. Ouais, je pense que c'était mon objectif principal, c'était de retrouver cet homme pour qu'il paye en fait ce qu'il m'avait fait. Après, j'ai appelé la police, j'ai composé le numéro 17, je pense que c'est la première fois de ma vie que je le faisais. J'étais tellement sous le choc que j'ai dit tentative de viol. Du coup, c'est deux policiers qui sont arrivés comme ça et en fait qui ont vu, je leur ai raconté, ils ont fait non mais madame, en fait là vous venez de vous faire violer avec tentative d'homicide. Et j'ai ah oui, ok. Et puis je voyais les policiers commencer à être
pas bien, même eux, en fait, ça les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Bon, après, il y a toute une armée de policiers qui ont débarqué au bout de 10-15 minutes, police judiciaire, police criminelle, les pompiers. Entre-temps, il y a mon copain qui est arrivé. Avant que j'aille au commissariat, je vois les policiers parler entre eux et j'apprends qu'en fait, il y a une autre victime avant moi qui s'est fait violer vraiment 1 heure avant. La même chose dans un hall d'immeuble et j'apprends que c'était très violent. Cette victime s'appelle Mathilde et il y avait des caméras, donc en fait, les policiers ont tout vu. Ça, déjà, ça m'a fait un froid dans le dos. Je me suis dit, waouh, il y a une autre victime 1 heure avant moi. Mais il faut absolument qu'on le retrouve. Je peux pas. Enfin, vraiment, j'étais folle. Avant qu'on ait le commissariat, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé vraiment 1 heure après. En fait, il se promenait sur les Champs-Élysées tranquillement comme un citoyen normal. Et ils l'ont arrêté. Franchement, je remercie la police parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Et c'est très rare de retrouver aujourd'hui les agresseurs, surtout pendant les agressions de rue. Donc, vraiment, enfin, tant mieux. Et du coup, j'arrive au commissariat et au moment où j'arrive au commissariat, je croise le regard de cette autre victime et en fait, on s'est comprises tout de suite, on s'est vues, on a fait « Ah, waouh, ok ». Et en fait, cette victime, du coup, qui s'appelle Mathilde, avait 19 ans au moment des faits. Et je me suis dit « Mais c'est trop jeune, en fait. On peut pas... elle vient d'être majeure, on peut pas détruire la vie d'une enfant comme ça. » Et en fait, limite, je me suis dit « Bon, bah... c'est elle qu'il faut protéger, c'est pas moi. » Et j'ai commencé à dire à mon copain, mais t'as vu ce qu'elle a vécu, c'est horrible, etc. Et je me suis totalement effacée, je pense. Du coup, j'ai appris le lendemain, que c'était un individu qui était... il était SDF déjà. Et il était sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire. Et forcément, j'ai senti un gros sentiment d'injustice. Je me suis dit, mais en fait... s'il était sous OQTF, ça veut dire qu'il ne devait pas être là et du coup, il n'aurait pas violé Mathilde et moi. Pourquoi il est encore là? Pourquoi il n'est pas en prison? Parce qu'en plus de ça, il venait de sortir de prison 3 mois avant pour des vols à main armée, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais c'est injuste. En fait, j'ai vraiment ressenti une injustice en plus de l'horreur en fait qui m'avait fait subir, c'est-à-dire de ce viol terrible en fait. Le lendemain, ça a été très compliqué parce que je me suis fait opérer en tout dernier après avoir été aux unités médico-judiciaires, après avoir déposé plainte parce que c'était plus important de le faire très rapidement que de me faire opérer du doigt. En plus de ça, ils voulaient m'opérer le lundi, donc ça veut dire 48 heures après. Et, on a fait en sorte de me faire opérer le dimanche soir et voilà, parce que c'était un samedi, le jour de l'agression. En fait, attendre 24 heures avec un doigt ouvert, avec des tendons et des nerfs qui sont déchiquetés... tout ça pour déposer plainte, franchement, le système était très mal fait à ce moment-là et ça m'a choquée. C'était une très dure épreuve de se faire opérer et ça a été très compliqué après. Alors oui, c'est juste un doigt, mais quand même. Quelques jours après ton agression, tu as décidé d'en parler dans les médias. Ouais, j'ai décidé d'en parler dans les médias. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de mon agression, il y a 2-3 articles qui sont sortis que du coup ma gardienne m'a envoyé, avec des informations totalement confondues et juste 3 lignes relatant les faits, classées dans faits divers et voilà. J'ai ressenti quelque chose en moi qui m'a dit mais en fait tu ne peux pas laisser passer ça et il faut en parler, il faut prévenir ces femmes que il faut faire attention dans la rue, qu'on n'est pas en sécurité, que regardez derrière vous quand vous rentrez chez vous en fait parce que y a pas mal de viols qui arrivent qui sont du même procédé en fait et je pense que j'ai décidé d'en parler à visage découvert pour montrer aux femmes qu'en fait, c'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de s'être fait violer. Et c'est OK, en fait, d'en parler. Et je pense qu'il faut en parler aujourd'hui. C'est important. On peut pas laisser des choses cachées comme ça. Et il n'y a pas que des stars qui doivent en parler à visage découvert non plus. En fait, quand on vit l'horreur comme ça, il faut savoir libérer la parole, on va dire. Je pense que le moment le plus dur, c'est pas
l'agression, c'est vraiment la suite, la reconstruction. C'est un réel combat et en fait la douleur est pas instantanée et très forte. En fait, elle est longue et très dure à surmonter. Alors au début, bien sûr, les proches sont là pour vous et vous soutiennent, mais une fois passé 2 mois, 3 mois, 4 mois, moi je suis rentrée dans une dépression chronique où en fait j'étais plus du tout heureuse. Les personnes étaient là, oui mais tu vas aller mieux, t'inquiète pas, c'est passé, ça fait déjà 4 mois, voilà. Mais en fait on est tellement touché au plus profond de notre intimité que forcément c'est très compliqué de se reconstruire après tout ça. En termes de confiance en soi, son rapport à son corps, la relation qu'on a avec ses partenaires, c'est beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Je crois qu'à un moment, tu as eu des idées noires. Ouais. Jusqu'au mois de mai, donc c'est-à-dire 8 mois après, j'ai eu des idées noires. En plus de ça, moi, je voulais pas prendre d'antidépresseurs ni d'anxiolytiques parce que ma famille a un penchant addictif, on va dire, et du coup, je ne voulais pas rentrer là-dedans et je voulais être forte et je m'étais dit je vais m'en sortir toute seule. Je ne conseille pas de faire ça bien sûr à des gens. Si des personnes ont besoin de prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques quand ils ont des idées noires, il faut le faire, bien sûr. Et moi je voulais pas et du coup ça a été très dur. J'ai eu beaucoup d'idées noires, comme quoi en fait je voulais plus me réveiller quand je me couchais le soir parce qu'en fait j'étais pas heureuse. Mais je vivais en automatisme en fait. J'allais au travail et puis c'était un peu la seule chose qui me faisait tenir. Le soir, c'était plus compliqué parce qu'on se retrouve tout seul dans son lit. Et en fait, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait encore là, quoi. Puis moi, je me sentais pas légitime de vivre encore, en fait. Pourquoi moi, j'ai réussi à vivre, enfin, pourquoi moi, j'ai échappé à ça et d'autres personnes n'ont pas échappé. Et je me suis sentie vraiment illégitime de vivre. T'as une période où t'as aussi cauchemardé, en fait, de ce que t'as eu. Totalement, et j'ai encore des cauchemars aujourd'hui. Des personnes qui viennent m'agresser, qui m'attaquent avec un couteau, qui veulent me tuer, qui veulent me violer. Ça arrive. Alors, ça va mieux maintenant, bien sûr, au bout d'1 an et demi, mais c'est quand même encore présent. Et puis, il y a eu un moment difficile en juin 2024, avec le travail. Ouais. En fait, ça n'allait vraiment pas. J'ai repris le travail au bout d'1 mois après mon agression. Et c'est rapide quand même. C'est très rapide. Déjà, le dimanche, je voulais retourner travailler le lendemain, en fait, le lendemain de mon agression. Et je m'étais dit, non, mais tu vas retourner travailler. Tu viens de prendre ton poste il y a 2 mois. Tu dois pas laisser tomber ta partenaire, etc. Donc, il faut y aller. Et en fait, j'étais vraiment arrêtée à cause de mon doigt. Mais sinon, je pense que j'y serais retournée. Et je me suis arrêtée qu'1 mois parce qu'en fait, j'étais en train de ruminer et de tourner en rond. Et je m'étais dit, bon, c'est peut-être me faire du bien. Du coup, je me suis mis en mi-temps thérapeutique à 50%, c'est-à-dire que je travaillais la moitié de la semaine. Sauf que le milieu du conseil, déjà, c'est un milieu qui est très dur. Et en plus, en finance, il faut être performant. Il faut être hyper rigoureux dans tout ce qu'on fait. Et en fait, je me sentais mais nulle. J'arrivais à rien faire, j'étais très lente, alors que pourtant, je suis une personne qui est très speed. Je finis toujours mon travail avant les autres. Je suis force de proposition. Et là, j'avais plus de raison, en fait, d'être devant un tableau Excel, à faire des choses qui ne me passionnaient plus du tout. En fait, ça n'avait plus aucun sens. Après, mon travail m'a poussée à me mettre à plein temps, parce que sinon, j'allais pas valider ma période d'essai, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en période d'essai. Ils m'ont également mis sur une mission de conseil très compliquée pour un consultant junior. Je pense que j'ai été poussée à bout, mais je pense que même eux ne savaient pas comment gérer cette situation. C'est pas évident. C'est très compliqué. On ne parle pas d'une personne qui a eu une grossesse ou quelque chose comme ça. Là, on parle vraiment d'un événement qui... C'est un grain de sable dans tout ce fonctionnement. Ça fait tout bugger. Et du coup, personne ne savait comment réagir, et même moi, en fait. Et à un moment donné, j'ai craqué. J'ai dit, bon, stop, en fait, j'arrête. Je termine ma mission et j'arrête. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du mois de juin, je pense que ça allait beaucoup mieux. Mais forcément, il y a de la culpabilité qui est rentrée en jeu parce que j'ai tout abandonné, en fait, à la suite de cette agression. C'était un de mes rêves de faire du conseil en stratégie et de rentrer dans un gros cabinet de conseil par la suite. Et en fait, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Tu as été soutenue psychologiquement et juridiquement.
Ouais, alors moi j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont pu financer les frais juridiques, donc c'est-à-dire prendre un avocat. Alors moi j'étais pas éligible à l'aide juridictionnelle parce que je touchais un trop gros salaire. Et un avocat commis d'office, le problème c'est qu'on ne peut pas choisir son avocat non plus. Et souvent les avocats ne sont pas spécialisés pour ce genre d'agressions, les agressions sexuelles. Donc après il y en a qui sont très bien sûr. Mes parents voulaient absolument prendre un avocat qu'ils connaissaient. Mes parents ont dû tout avancer, bien sûr, il faut que je les rembourse par la suite, c'est normal. Mais c'est beaucoup de frais, c'est 10 000 € un avocat. Avant le procès, parce que pendant le procès, c'est aussi très cher en fonction de combien de temps dure le procès, etc. Et les frais psychologiques, c'est environ 100 € toutes les semaines. Parce que je vois quelqu'un toutes les semaines. Enfin, c'est obligé pour que je me sente bien. Et encore aujourd'hui, je vois quelqu'un toutes les semaines. Et si je la vois pas une semaine, c'est très compliqué. Tu parlais de tes parents il y a un instant. Ils ont été là pour toi. Ma mère a été très présente pour moi. Ils ont essayé de faire en sorte d'accepter au mieux la chose. Je pense quand son enfant se fait agresser sexuellement, on ne sait pas comment réagir et c'est très compliqué. On n'est pas préparé à ça. Totalement pas. Et ils ont essayé de faire de leur mieux, comme tous mes proches ont essayé de faire de leur mieux. Malheureusement, mon papa, lui, est très malade, donc je pense que c'est trop compliqué pour lui, il le sait, mais c'est trop compliqué de pouvoir gérer la situation. En tout cas, oui, ma mère et mon beau-père ont fait de leur mieux, on va dire. Dans une interview, tu as dit que ta famille a été détruite suite à ce drame. Ouais, ma famille a été détruite dans le sens où ma mère, elle me le montre pas, mais ma mère fait beaucoup de cauchemars, se sent très stressée. Elle dort plus, en fait. Mais elle somatise beaucoup aussi, donc elle perd ses cheveux, etc. Il y a mon grand-père aussi qui, lui, a fait un AVC, qui m'a dit que c'était à cause de cette histoire. Alors, bien sûr, je sais que c'est la vie, etc. Mais ça a beaucoup impacté la santé, même la santé de mon père. Ça a impacté la santé de beaucoup de mes proches. Même ma meilleure amie aussi, qui est considérée comme ma famille, ça l'a beaucoup impacté parce qu'en plus, on habite toujours au même endroit. Elle est très stressée. Elle somatise beaucoup aussi, donc ouais. T'as un message à adresser à ta famille aujourd'hui, s'ils nous écoutent? Ouais. Je sais que c'est pas évident. Hein. Est-ce que t'as quelque chose à leur dire, quelque chose que... Et c'est souvent difficile à dire, en fait. Que je les aime et que même si des fois je suis pas facile à vivre, ils font tout pour que j'aille mieux et qu'ils s'inquiètent pas que ça va, je vais y arriver. Et bien sûr, il y a des bas, il y a des hauts, mais je suis une battante. Ma mère m'a inculqué ça depuis que je suis toute petite et c'est très bien que moi je vais m'en sortir et totalement je vais m'en sortir. Donc, T'es dans une famille où on dit facilement ces mots je vous aime? Non, pas du tout. Très pudique. Mais ça fait du bien quand même de le dire. Ouais, c'est important. Il faut souder ensemble, ouais. Malgré les épreuves. Totalement. Et puis, il y a les amis. Ils ont été là pour toi? Mes amis ont été très présents pour moi. Même mon copain de l'époque, je pense que c'est la personne qui s'est le plus impliquée et dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Et bon, bien sûr, on s'est séparés à la suite, sûrement parce qu'il me rappelait beaucoup trop l'agression, mais aussi pour plein d'autres choses. On était un peu en désaccord, mais il m'a énormément soutenue. Et j'aurais pas pu rêver mieux à ce moment-là d'avoir mon petit copain de l'époque qui me soutienne dans un moment, dans une agression sexuelle très traumatisante comme ça, mes amis aussi. Malheureusement, j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui, je pense, était en désaccord politique avec mes histoires, ce que je racontais. Mais encore une fois, ça n'arrive pas tout le temps, en fait. Ça arrive avec cet ami-là, ça veut dire que peut-être on n'était pas si meilleurs amis que ça non plus. Et puis, en fait, on se rend compte quand on vit des choses traumatisantes, quels sont les vrais amis et les faux, en fait, au final. Je pense notamment à Lou. Ouais. Lou... Ta coloc. Ouais, ma coloc et meilleure copine, qui a toujours été là pour moi. Elle me répond à n'importe quelle heure. On est comme deux gamines de 15 ans ensemble tout le temps. Donc, c'est juste une personne incroyable qui m'a soutenue et j'en ferai de même pour elle quand elle aura besoin, en tout cas. Elle a un message pour toi. Hello ma Claire, c'est Lou. C'est un petit mot pour toi pendant ce podcast. Cette histoire, elle t'a traversée, elle nous a traversés. Et c'est un petit mot pour te dire à quel point on est fiers de toi et aussi ébahis par la force et ta réactivité.
Comme tu me l'as dit encore hier, cette agression, elle a donné du sens à ta vie. Et c'est aussi un moyen à toi de te battre pour une cause qui est plus grande que la tienne. Et je t'embrasse très très fort et de toute manière, tu sais déjà tout. Ça te fait quoi ? Ça me touche, enfin, je l'aime trop. C'est vraiment la sœur que je n'ai pas eue en fait. Je suis fille unique et elle aussi est fille unique. Et c'est fou à quel point on peut se dire qu'il y a des personnes qui sont là pour nous. Et ça me fait du bien de me dire qu'elle est fière de moi quand même. Elle a été là quand tu étais au plus bas ? Ouais. Au moment où c'était le plus compliqué, elle a été là pour moi. Toutes mes crises d'angoisse, mes crises de panique, elle a su les gérer. Elle a essayé de me faire rire au maximum. Elle a essayé de me changer les idées. Et c'est incroyable, je pense que c'est grâce à elle si aujourd'hui ça va mieux aussi. Et dans cette période difficile, il y a un événement qui va te faire du bien. C'est l'adoption de ton petit chien Léon. Ouais, je pense que Léon est arrivé au moment où c'était le plus compliqué pour moi. C'était le moment où je ne voulais pas me lever de mon lit et je ne mangeais pas, je ne m'habillais plus, limite je ne me douchais plus. Je ne me regardais même plus dans un miroir alors que pourtant, je suis une personne quand même assez coquette, on va dire. Et j'ai toujours rêvé à avoir un chien, mes parents m'ont toujours empêché. Et un jour, c'était au mois d'avril où j'avais appelé cet élevage et je suis allée le chercher avec une de mes amies. Et en fait, je l'ai eu dans mes bras et je me suis dit, waouh, c'est toi et tu vas t'appeler Léon et on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et en fait, j'ai dû au final m'occuper de lui. Et j'avais à charge en fait quelqu'un qui ne peut pas s'occuper de lui tout seul. Donc ce petit être, j'étais obligée de le sortir 5-6 fois par jour. Et en fait, ça m'a permis de retrouver un peu confiance déjà au milieu extérieur aussi, de prendre plus soin de moi, de voir jouer, de rigoler, etc. De pouvoir faire des choses en fait qui sont totalement basiques. Et en tout cas, il m'a permis énormément de me reconstruire. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ? De l'amour. Les animaux ont un amour inconditionnel. Et c'est ça qui est incroyable. Si je vais pas bien, il le sent. Si ça va, il va jouer avec moi. Et en fait, c'est juste formidable d'avoir un animal. J'ai vu une vidéo de lui et c'est vrai qu'il est très joueur. Ouais, c'est un petit garnement. Il est encore un peu jeune, donc c'est normal. Mais il adore jouer. Ça, c'est clair et net, donc on s'ennuie pas. Dans la seconde partie de ce podcast, nous allons découvrir comment tu vas aujourd'hui. Et nous allons voir comment, malgré la douleur, tu as transformé cette épreuve en force. Ça fait 1 an et 4 mois que ce drame est arrivé. Tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Dans un état d'esprit de combattante, sur un plan plus large, c'est-à-dire pour toutes ces femmes qui... Je veux que ces agressions de rue n'arrivent plus, même si je sais qu'il y en aura encore, je vais essayer d'agir pour la cause féminine du mieux que je pourrais. Et à la fois apaisée parce que j'ai trouvé une certaine sérénité à la suite de cette agression. Je n'en veux pas à mon agresseur, j'ai accepté. Tu as accepté. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas refaire le passé et que si ça arrivait à moi, c'est que ça devait arriver. Pour moi, le destin, les choses qui arrivent sur notre chemin, c'est pas pour rien. C'est une manière de te reconstruire ? Je pense. En fait, ça sert à rien de vivre dans le passé si je commence à ressasser tout le temps cette agression. J'avancerai pas. Comment tu as trouvé cette force d'aller de l'avant ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Sûrement les ressources que j'avais déjà à l'intérieur de moi-même qui m'ont permis d'affronter ce terrible drame. Mais c'est inexplicable. Mais je pense que tout le monde a les ressources aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Il faut savoir les trouver, les débloquer, se faire accompagner. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer à autre chose.
Malgré tout, aujourd'hui, tu as encore des séquelles de ce drame. Tu as des rituels pour sortir dehors. Encore tout à l'heure, avant de venir sur ton émission, j'ai vu un homme qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon agresseur, qui était dans la rue et qui a fait quelque chose de super bizarre. J'étais en train de promener mon chien et il a uriné juste à côté de moi. Et il marchait en titubant et après, moi, je devais rentrer chez moi. J'ai dû appeler en fait mes parents, enfin ma mère, pour pouvoir lui dire tiens, reste avec moi au téléphone, j'ai peur que cet homme rentre avec moi dans ce hall. Et oui, j'ai instauré plein de rituels tout de même. Enfin, je pense qu'on a vécu quelque chose comme ça de très traumatisant, on ne peut plus revenir dans l'innocence. Il faut savoir vivre avec, il faut savoir faire attention. Bien sûr, dès que je rentre chez moi, je check toujours à droite, à gauche, devant, derrière, voir s'il y a personne. S'il y a quelqu'un qui passe, j'attends avant de pouvoir pousser la porte. Quand je sors de chez moi, je prends ma petite bombe lacrymogène parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. J'essaye de prendre des transports, ça va un peu mieux, mais je ne peux pas prendre en heure de pointe. Je préfère prendre le bus plutôt que le métro. Tu te fais accompagner pour aller mieux. Je me fais accompagner. Moi, je suis une grosse thérapie avec ma psychologue aussi. Donc, oui. À l'époque, tu avais un petit ami. Tu es encore avec lui aujourd'hui ? Alors non, je ne suis plus avec mon petit ami de l'époque. Je pense qu'on s'est quittés 4 mois après l'agression. Parce qu'en fait, il a tellement été présent pour moi que je pense que même lui s'est senti victime. Et je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui me faisait penser tout le temps à mon agression, à ce jour, à cette date. Et je remercierai jamais assez d'avoir été présent dans les moments les plus bas, comme dans les plus hauts, hein, bien sûr. Non, on s'est séparés. Et souvent, c'est comme ça. J'avais discuté avec quelqu'un de la police qui me disait que soit les couples durent, et durent très longtemps, parce qu'ils ont déjà établi des bases très solides, ils arrivent à passer cette épreuve, soit 3/4 du temps, en fait, les couples se déchirent et s'arrêtent, parce qu'en fait, pour la victime, ça fait trop penser à cette agression et repasser à autre chose, après, c'est très compliqué. Ce drame, il a changé ton rapport avec les hommes ? Totalement. Aujourd'hui, déjà, je pense que je fais très attention, d'autant plus que maintenant, je suis plus ou moins médiatisée. Donc, en fait, quand je rencontre un garçon, déjà, je sais que je lui donne mon Instagram et il sait tout de suite. Il voit, en fait, même s'il ne me connaît pas, il voit qu'en fait, je vais parler de ça et du coup, ça refroidit déjà un petit peu quand même. Et au moins, en fait, je n'ai même pas besoin de lui dire. Après, bon, on en discute, etc. Et forcément, en fait, il faut trouver quelqu'un de très attentionné et il faut faire plus attention. Moi, j'essaye de, en tout cas, faire gaffe. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Peut-être que je pourrais les faire plus tard, mais il y a des choses que je ne peux plus faire. Entendre aussi des mots d'amour, c'est très compliqué pour moi. Donc, ouais. C'est vrai que cette affaire, elle t'a dévasté parce qu'au début de ce podcast, tu nous parlais de l'amour pour ton ancien petit ami, ce repas. Et aujourd'hui, en fait, ça a tout changé, en fait. Complètement. Je me pose même la question, est-ce que je pourrais réaimer quelqu'un, un garçon, demain ? Pour le moment, je préfère me concentrer sur ma reconstruction, sur moi-même, avant de pouvoir entamer une relation. Et je pense que ça sert à rien, en tout cas, d'entamer une relation tant qu'on n'est pas bien dans ses baskets. Oui, c'est vrai que c'est vraiment c'est à double tranchant, ouais. Il y a eu plein d'autres affaires comme la tienne, et je pense notamment à Philippine. Ça a été difficile de voir qu'un an plus tard, rien n'a changé ? C'était très difficile, surtout que Philippine, je me suis pas protégée, je pense. Et ma psy m'avait dit fais attention. Et en fait, j'ai mis corps et âme pour cette histoire. J'ai organisé un hommage, je suis allée à l'enterrement aussi. Et en fait, je me suis totalement identifiée à elle et j'ai ressenti encore plus ce sentiment d'injustice de pourquoi il y a encore une autre victime, pourquoi elle est décédée en plus. T'as vécu ça comme une seconde agression ? Totalement. Et là, mes idées noires sont limite revenues. J'ai essayé de les contrôler au maximum, mais c'est passé au bout d'une semaine. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est victime, de pas s'identifier à d'autres victimes. Et je l'ai compris avec Philippine, mais c'est vrai que c'est révoltant. Enfin, pour répondre à ta question, c'est totalement révoltant
de se dire que en fait rien n'a bougé en 1 an. Il y a eu une avancée, c'est qu'il y a une prise de conscience nationale sur ce drame. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des morts pour avoir des prises de conscience nationales. C'est ça qui est dingue. C'est que même, je pense qu'il y a déjà eu une prise de conscience nationale avec tous les plateaux, etc. que j'ai pu faire. Mais en fait, encore une fois, je ne suis pas morte. Donc, en fait, c'est moins grave. Et Lola, en fait, aussi, quand elle est morte il y a 2 ans, il y avait une prise de conscience nationale. Mais en fait, il va y avoir encore combien de Lola, de Philippines, de Thomas, de toutes ces personnes qui se font tuer pour qu'on se réveille et pour qu'on établisse plus de mesures de sécurité dans les rues en France. Tu as lancé un podcast, Éclat de femmes. Tu peux nous en parler ? Alors, Éclat de femmes, c'est un podcast où j'invite des femmes. J'ai interviewé un homme récemment. Du coup, Éclat de femmes, c'est un podcast où j'invite des personnalités, que ce soit des avocats, des psychologues, mais également des victimes. Où en fait, c'est des victimes qui témoignent à visage couvert parce que souvent, elles n'ont pas envie d'en parler et qui me racontent leur histoire. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment en fait une victime peut se reconstruire après un événement traumatisant, et c'est vraiment ça que je voulais mettre en lumière, partir d'un événement traumatisant et montrer la reconstruction et montrer qu'en fait c'est possible de se reconstruire. C'est vrai que je pense fort à Chloé qui m'a bouleversée, qui a eu le courage de venir témoigner, et puis aussi à Mathilde qui a été victime du même agresseur. Chloé, c'est une amie. Alors, c'est son nom de substitution parce qu'elle ne veut pas dire son prénom. Mais Chloé a vécu son épreuve toute seule. Elle n'en a jamais parlé à sa famille, elle n'en a jamais parlé à ses amis. Elle a vécu le procès toute seule. Au final, son agresseur n'a rien eu. C'est dur quand même d'aller au procès sans en avoir même parlé avec ses proches. C'est dur. Et en fait, elle me félicite souvent d'en avoir parlé et d'avoir parlé à visage découvert. Mais je me dis, elle en a parlé à personne. Et je trouve que c'est encore plus remarquable. Après, c'était son choix et elle le faisait pour protéger les autres. Mais moi, j'étais incapable de le faire. J'avais besoin de le crier sur tous les toits. Et juste, je trouve ça incroyable, le fait qu'elle en ait parlé à personne et qu'elle a eu ce courage de pouvoir affronter tout toute seule. Et aujourd'hui, d'avoir réussi à remonter la pente, de pouvoir vivre sa vie plus ou moins normalement. Et également Mathilde, qui n'en a pas parlé justement et qui a vu toute cette médiatisation autour de notre affaire, et que c'est moi qui prenais la parole et que j'ai essayé de la protéger au mieux, mais je pense qu'il quand même en est co-victime. Ça a été quand même dur pour elle d'être dans l'ombre, et je suis très fière de ces femmes en tout cas qui arrivent à en parler aujourd'hui sur mon podcast. Et j'invite tout le monde à écouter Éclat de femmes. Je n'ai pas raté un épisode depuis le début. Vous pouvez le suivre sur toutes les plateformes. Tu as décidé, en parallèle, de lancer une association. En fait, j'ai voulu créer une association pour les victimes d'agressions de rue. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'associations pour les victimes de violences conjugales et je trouve ça remarquable et c'est très bien, mais spécialisé dans les agressions de rue, il n'y en a pas. Et en plus, aider les victimes d'un point de vue financier sur tout l'aspect juridique, psychologique et administratif. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retrouvé dans certaines associations. Donc, je me suis dit qu'il fallait créer une structure comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le coût d'une victime, entre le dépôt de plainte et le procès, c'est 35 000 €, incluant tous ses frais. Donc, les frais d'avocat, de psychologue, etc. Ces femmes n'ont pas forcément les moyens de pouvoir subvenir à ces besoins. Donc c'est pour ça qu'avec Éclat de femmes, du coup, j'ai créé un pool d'avocats, de psychologues qui peut être à l'écoute de toutes ces femmes, et également une communauté. Et à côté de ça, avec l'association, on fait des ateliers de self-défense où justement on peut adopter les bons réflexes quand on se fait agresser pour limiter la casse, on va dire. Il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi, c'est que tu fais beaucoup preuve de résilience aujourd'hui. Bah, j'espère. J'ai pas forcément l'impression, mais j'essaye de faire de mon mieux pour aller de l'avant. Je pense que c'est important. Passer pour moi, c'est juste pas possible. Ressasser le passé, etc. Donc il faut voir vers l'avenir, il faut construire sa vie et créer la vie qu'on a envie d'avoir. Et pour moi, cette agression est arrivée. C'est dur encore tous les jours. Mais je pense que le fait d'avoir eu la force d'en parler me donne encore plus la force de pouvoir porter cette parole pour toutes les femmes et pouvoir les défendre et améliorer leurs conditions. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont vécu un viol, aurais-tu un conseil à leur donner ? Le premier conseil que je peux donner, c'est de se faire entourer
et d'en parler. Parce que garder tout ça pour soi, c'est pas bon. Un jour ou l'autre, en fait, ça va nous retomber dessus. Le fait d'en parler, alors que ce soit quelqu'un d'extérieur comme psychologue ou un psychiatre, c'est bien. Je pense qu'il y a d'autres moyens aussi d'en parler, que ce soit à ses proches, également à sa famille. Mais vraiment, en parler, c'est la première des choses. Et après, déposer plainte si on le peut. Parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire réduire, en tout cas, tous ces chiffres, toutes ces agressions. Parce que si on n'en parle pas, si on ne dépose pas plainte, ça continuera. Limite, c'est égoïste, en fait, de ne pas le faire. Je rappelle que tu as porté plainte et que ton procès n'a pas encore eu lieu. Mon procès ne sera d'ici qu'à 2 à 5 ans, parce qu'en fait, aujourd'hui, la justice est très lente. En plus de ça, nous sommes deux sur le procès, donc Mathilde et moi. J'ai hâte, on va dire quand même. J'ai hâte parce que pour moi, on ne peut pas se reconstruire totalement tant que le procès n'est pas passé. C'est dur pour une victime. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, la justice nous fait revivre à chaque fois des épreuves. La justice m'a demandé quelque chose d'horrible. Ils m'ont demandé mon intimité depuis le début de ma naissance. Ils ont voulu savoir comment étaient les relations avec mon père, est-ce que ma famille était stable, combien j'avais eu de petits copains, quelles pratiques sexuelles aussi j'avais. On ne parle pas de violence conjugale, là on parle d'un viol qui a été commis dans un espace public. Mais là, c'était une personne que je ne connaissais pas. Donc, on n'a pas sujet à suivre cette procédure. Je trouve ça barbare. Et toutes les victimes me racontent ce genre de choses pour les agressions de rue. Et je trouve que quand c'est fait par un inconnu, ça devrait être tellement plus allégé et que ça aille beaucoup plus vite. En plus, mon agresseur a reconnu les faits, donc ça devrait aller plus vite en fait. On devrait déjà avoir la peine de prison qui est prononcée et puis qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu attends de ce procès ? J'attends que la peine déjà soit bien exécutée. J'aimerais bien quand même avoir une confrontation avec mon agresseur. Le regarder dans les yeux et lui dire tu vois, c'est toi qui as perdu. Aujourd'hui, c'est toi qui es derrière les barreaux et ma vie, en fait, elle n'est pas détruite. Vraiment qu'on soit, Mathilde et moi, en tout cas, soulagés et de se dire qu'il aura la peine qu'il mérite. Je vais te laisser le mot de la fin de ce podcast. J'aimerais bien faire un message de prévention pour tous les proches de victimes. Surveiller ces personnes-là parce que souvent, les personnes qui se font agresser sexuellement ne veulent pas d'aide. Je pense que c'est important de pouvoir les soutenir au mieux parce que si par exemple, si une victime se fait agresser il y a 6 mois, peut-être qu'elle va toujours pas bien aujourd'hui et qu'il faut prendre soin, il faut envoyer un petit message, que ça soit 2 fois par semaine, quitte à être un peu lourd. Je trouve que c'est important et j'aimerais également adresser un message pour toutes les victimes justement d'agressions sexuelles, c'est que on n'est pas condamné à rester victime. Qu'il faut, bien sûr, c'est un événement qui a été très traumatisant et qu'il faut vivre avec, il faut savoir l'accepter, il faut savoir avancer et rendre de cet événement si traumatisant quelque chose de si beau, pouvoir créer son avenir et on a tous les ressources en nous pour pouvoir créer la vie qu'on désire en tout cas. Cet épisode touche déjà à sa fin. Merci Claire d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté ton histoire. Et merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir suivi cet épisode. Je rappelle que j'autoproduis ce podcast et chaque écoute compte dans la poursuite de cette aventure. Suivez-nous sur Instagram via le pseudo NouPodcast. Et à mercredi prochain 8h pour un nouvel épisode de Nous dans lequel nous allons recevoir Sylvie. Depuis le 9 août 2023, son fils Tom Félix, 33 ans, est incarcéré injustement en prison en Malaisie. Elle remue ciel et terre avec son mari Jean-Luc pour le faire sortir de prison. Son témoignage, c'est le SOS d'une maman qui n'en peut plus de cette injustice et qui demande au gouvernement d'intervenir le plus rapidement possible. Tom est innocent et vit aujourd'hui en prison dans des conditions impensables. Son histoire, c'est notre histoire. À mercredi.